D'accord. Amis auditeurs, bonjour. Le Café des experts économiques est de retour cette semaine avec 2 jours de retard. Ce n'était pas possible de tenir cela le mardi dernier. Mardi dernier, j'avais des ennuis judiciaires. Je me suis déplacé donc à la brigade de gendarmerie, puis au tribunal d'Alger. Alhamdoulilah, je suis parmi vous pour continuer le traitement de l'actualité de... Alhamdoulilah, pas tout à fait, parce que je suis sous contrôle judiciaire. C'est très restrictif. D'ailleurs, je dois devoir aller déposer mon passeport tout à l'heure chez le juge d'instruction. Mais compte tenu de la conjoncture, on va dire que j'arrive à continuer à exercer mon métier de journaliste. Et c'est le plus important, n'est-ce pas? Donc voilà, la situation économique depuis une semaine, c'est peut-être pour essayer de démarrer sur une note agréable. Enfin, l'annonce avec le dernier Conseil des ministres, de la possibilité des Algériens de la diaspora et ceux d'Algérie de circuler dans le monde, ce qui nous était interdit depuis 14 mois. C'est une perspective qui a des implications, elle a un risque sanitaire, elle a un coût économique. On va en discuter un petit peu en début de cette émission, avant de traiter des autres points de ce Conseil des ministres, notamment la volonté de réduire encore plus la facture d'importation et de mettre de l'ordre un petit peu dans les comptes spéciaux. C'est un peu le menu que je viens de dérouler devant vous de ce Café des experts économiques du jeudi, exceptionnellement du jeudi. Merci Reda d'être avec nous. Merci Ali d'être ici. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut espérer avoir cet été, ce qu'on n'a pas eu l'été dernier, un grand flux de la diaspora, des Algériens de l'étranger, qui pourrait, sur le plan économique, donner des couleurs à la saison estivale, au commerce qui en a bien besoin? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? C'est moi qui commence cette fois-ci, mais allez, Reda va compléter. On a supprimé le droit des nasses ici. Mais il est légitime, comme on dit. Il est légitime, donc il n'y a pas de problème pour ça. Moi, je dirais que oui, si on ouvre, on avait demandé sur ce plateau déjà, pas auparavant, cette ouverture des frontières et un retour, je dirais, un peu à la normale sur les échanges de transport, le mouvement de personnes international, je crois que ça peut booster parce qu'on connaît les chiffres chaque année, l'apport de la diaspora sur l'économie locale et indirectement donc l'économie nationale, il est non négligeable, donc peut-être c'est 2,5 milliards de dollars par an, mais qui a quand même une saisonnalité significative, c'est-à-dire c'est surtout l'été, bien sûr c'est aussi tout le reste de l'année évidemment, mais l'été il a son rôle particulier parce que c'est des gens qui viennent avec de l'argent frais pour le dépenser, pour relancer des projets d'investissement familiaux, parfois des maisons, de l'agriculture, des choses, c'est de l'argent qui est injecté directement dans l'appareil économique et je crois que c'est très important. Par contre, il y a un défi technique, si on peut appeler ça comme ça. Un défi technique, c'est que, est-ce qu'au 1er juin, nous aurons un protocole sanitaire et une infrastructure sanitaire? Parce qu'il faut un protocole et il faut une infrastructure. C'est-à-dire qu'il faut que les labos, si on choisit par exemple de faire des tests à l'arrivée pour tout le monde, il faudrait qu'il y ait des labos dans les aéroports, même si c'est pour 5 vols par jour. Il faut quand même, c'est toute une infrastructure qui se met en place, sur place, il faut que ce soit efficace, il faut que ce soit sécurisé. Et il y a un problème de ce côté-là, parce que visiblement on a choisi le protocole antigène, enfin le test antigénique, et il semblerait que ce n'est pas nécessairement la bonne réponse, parce que si les gens viennent avec un PCR et que le test antigénique contredit le PCR, il faudra quand même faire un PCR. C'est-à-dire que c'est une question, à mon avis, qui n'est pas tranchée, parce qu'on s'en tient à ce que disent les gens dans la presse. Les différents membres du comité scientifique à ce qu'ils disent dans la presse, c'est un sujet qui n'est pas vraiment tranché. Donc, quel est le test qui va être pratiqué? Est-ce qu'on va faire les deux? Est-ce qu'on va faire l'un ou l'autre? Ça impactera le délai de traitement d'un vol. Ça impactera le coût, parce qu'on dit que c'est à la charge du voyageur. Donc, il y a un aspect de coût. Et puis, il y a un aspect de... C'est sûr que c'est déjà décidé, ça, c'est à la charge du voyageur. Ça a été déjà écrit. Donc ça, c'est un aspect qui est écrit. Par contre, ce qui n'est pas clair, c'est est-ce que c'est antigénique, test antigénique et... Qui coûte moins cher quand même. Qui coûte moins cher, qui se fait plus vite. Est-ce que c'est uniquement test antigénique, donc on considère que le PCR entrant est assez fiable, ou bien est-ce qu'antigénique avec PCR sur place, au cas où c'est positif, ou bien est-ce que c'est systématiquement PCR? Parce qu'il y a une partie de la communauté quand même scientifique et médicale qui disent qu'il faut faire directement du PCR, refaire les PCR à l'arrivée, point, et on ne se casse pas beaucoup la tête. Donc il y a plusieurs sons de cloche là.
On verra que ça donne. Faire les PCR, Et on verra. En termes de coûts, en termes de délai d'attente, en termes de délai Moi, je d'attente. dis que c'est une décision qui peut se prendre rapidement, Ça en écoutant les avis. Mais il faut que d'ici le 1er juin, si on va vraiment avoir un premier vol le 1er juin ou le 2 juin, il y a une infrastructure à mettre en place. La procédure opérationnelle doit se mettre en place. On est en cours de sélection des laboratoires. Je crois, oui. Je crois qu'il y a une, oui. Et une procédure de pitch pour voir quels sont les plus offrants. Il faudra plusieurs laboratoires. C'est d'abord, pour le moment, je ne pense pas que ce soit quel est le plus offrant. C'est l'action d'abord qui peut répondre. Techniquement. Ben oui. Moi, je pense que c'est une aberration. Parce qu'on va vers un blocage inutile de la bureaucratie comme à l'algérienne d'habitude. Parce qu'on a 6 millions d'Algériens qui vivent à l'étranger. Nous allons avoir un rush 2,5 millions à 2 millions d'Algériens en 4 mois qui vont vouloir rentrer. Sauf si ils doivent payer un PCR qui coûte. Non, j'ai pas terminé. J'ai pas terminé. Moi, je considère qu'il faut vivre comme le font les économies développées, compétentes. Il faut vivre avec cette pandémie. Faire des restrictions bureaucratiques, administratives, passer par l'ambassade d'Algérie face à des millions d'Algériens c'est un droit légitime de rentrer chez eux, dans leur pays d'origine, voir leurs parents. Ça fait 2 ans qu'ils sont bloqués. Il faut mettre des systèmes les plus souples possibles et gérer plutôt la pandémie que gérer le flux des voyageurs. On ne peut pas gérer le flux des voyageurs. C'est mécaniquement impossible, quel que soit le labo. Que celui qui a un vaccin, un certificat de vaccin au niveau de la PAF, et ça ne sert à rien de bloquer. Ça va mettre en place, ça va encore mécontenter des gens, ça va bloquer des gens. Économiquement, ça ne va pas être rentable. C'est impossible à réaliser. Il ne faut pas croire. Un avion, c'est 180 passagers qui arrivent. Et si vous avez un avion toutes les 15 minutes en plein été, comment vous allez pouvoir contrôler ça? Comment vous allez avoir ça? Et qui vous allez choisir comme passager à laisser passer ou à bloquer? C'est impossible. Donc il faut être. Ce que j'adore chez Reda Amrani, c'est que c'est un libéral qui a travaillé avec Bled Amsterdam. Parce qu'en fait, c'est une vision pragmatique qui est intéressante. Il faut être lucide. Il faut être lucide. Et il faut être politique. C'est vrai que c'est. Là, c'est politique. On n'écoute pas les technocrates. Oui, mais si en aval, on a une remontée à cause de. C'est bien, il faut vivre avec, il faut la gérer. Mieux, il est plus facile de gérer une remontée de la pandémie et de recevoir 2 millions de ces enfants qui sont bloqués à l'étranger et qui viennent voir leur famille, qui viennent amener de l'oxygène économiquement. C'est un coût de gérer après la pandémie. Mais après, on le gère. On le gère. On l'a déjà payé très cher. Et moi, je me tiens pas aux chiffres qui sont annoncés. On l'a déjà payé cher. Oui. Moi, je vois autour de ma famille, autour de mes amis, les pertes qu'on a eues, les malades, et même ceux qui sont guéris, ils ont des séquelles. Donc, il faut rester politiquement lucide, libéraliser, laisser. Un carnet de vaccination est largement suffisant. Plus le PCR. Pour ceux qui n'ont pas de carnet. Le PCR n'est pas fiable. Quel est le PCR qui est fiable? Le PCR, il est fiable 24 heures, 72 heures, 48 heures. Sur quelle base vous allez pour juger? Et qui est en mesure de juger? Le policier de la PAF? Un infirmier qui, avec son thermomètre électronique, qui va juger? Non, c'est impossible. Vous allez avoir 2 millions de voyageurs en 4 mois. Quel est l'outil qui va permettre... Mais ils ne veulent pas de 2 millions. C'est là où c'est... Mais tu ne peux pas empêcher ces Algériens, c'est leur droit de venir chez eux. C'est leur droit. C'est un droit fondamental. La nationalité, elle est immuable. Tu ne vas pas l'empêcher d'être Algérien et de venir voir sa famille. Et donc, moi, je n'ai pas le droit d'aller à Tizi Ouzou. Hein. Les droits, c'est même pas à Boumerdès, je crois. Même pas à Boumerdès. Enfin, non, je pense qu'il faut raison garder. Il faut surtout apprendre à vivre avec la pandémie. Et rien d'autre que ça. Et le reste, revenir à une situation normale. Ali, tu vas nous confirmer, ce n'est pas cette option qui est visiblement retenue, puisqu'on essaie quand même de sélectionner des laboratoires et de mettre en place un dispositif, un protocole, et donc en fait de réduire, d'ajuster le flux entrant à la capacité d'accueil. Apparemment, c'est cette option qui est retenue. Je disais tout à l'heure, Reda a bien souligné le caractère de défi dont j'avais parlé au départ. Il y a un défi technique de gestion. Si on veut mettre une barrière sanitaire,
Il y a un défi technique Et économique. et économique. Non, mais et le coût, évidemment, qui va supporter le coût derrière? Et puis le défi aussi de quel. Donc, je crois que ce qui n'est pas tranché, c'est quel est le niveau de barrière qui va être mis en place. Est-ce qu'on va demander juste une vaccination ou plus un PCR? Et on fait confiance à la fiabilité des données entrantes. Pourquoi on ne ferait pas confiance? Parce qu'il peut y avoir des faux PCR, des faux carnets de vaccination. Il y a eu des cas. Il y a eu des cas. Donc, il y a eu des cas de faux, entrants et sortants. Hein. Donc, il y a eu des problèmes de différence de référentiel de mesure. On se souvient des Algériens qui étaient partis avec des PCR d'Alger, mais qui ont été refoulés en Chine. Donc, ça veut dire quoi? Le PCR, il y a pas des... On ne reconnaît pas ton PCR. Donc je crois qu'il faut qu'il y a des choix, il y a des choix politiques. Oui. Comment font les autres? Tu as cité la Chine. Comment font les autres pour En Chine, recevoir leur... tu arrives, tu as, comme les barrières d'envoi de la PAF, avant la grande ligne de guichet PAF, tu as la grande ligne de guichet PCR et tu refais ton PCR et point barre. Donc, Quel temps d'attente? 4 heures en Chine, actuellement. On ne sort Reste pas à avant 4 l'aéroport heures. 4 heures. Ah, il faut s'occuper. On attend 4 heures en Chine, des informations que j'ai pu récolter. Oui. On a la grande barrière de guichet et on fait son test PCR et on attend 4 heures. Et on passe. Et ce protocole-là, il n'est pas envisageable en Algérie. Pourquoi pas? Mais c'est une question, Oui, encore mais- une fois, de défi. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut... Quelles compétences? Avec quels Oui, moyens? mais je crois que c'est Il faut être lucide. Reda, Avec c'est quels le moyens? sujet. C'est pour ça que Donc on va discuter. parle de 5 on va vols par jour discuter. uniquement. Une porte est ouverte ou fermée. Il n'y a pas de porte entre-ouverte dans ce domaine-là. écoute, je crois Où- qu'il où on se- faut où on peser. vit, où on accepte et on prend les dispositions pour vivre avec la pandémie parce que la pandémie, elle est là. Regarde. Hein, quelles Reda. que soient les solutions sanitaires que nous prenons, que nous allons prendre, la pandémie Alors, est là. Mais Reda, juste un point par- solution supplémentaire, si on ne veut pas faire porter tout le poids sur les aéroports, on n'a pas parlé de la frontière terrestre. Il y a beaucoup d'Algériens qui pourraient passer par la Tunisie pour diversifier et le flux maritime. Le flux maritime, mais pourquoi ne pas ouvrir aussi le flux maritime? Parce qu'on peut faire les tests pendant la traversée aussi. On peut faire. Non, il faut libérer les flux d'arrivée par avion, par bateau. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Il faut oublier les technocrates. Il faut que ce soit une décision politique bien réfléchie. Et on analyse les éléments, bon, les aspects positifs, les aspects négatifs, les risques, les opportunités que cela donne. On fait un véritable SWOT et on y va. On ne reste pas à attendre ou à tergiverser. Parce que ça, qu'est-ce que ça va être? Nos ambassades vont être submergées, nos consulats vont être submergés. Il va falloir obtenir un accord pour rentrer. Il va falloir après présenter cet accord à la Algérie. Vous imaginez la corruption, la déception, la désolation de notre diaspora. Pourquoi lui fait encore souffrir? De quel droit on va lui la faire souffrir pour des résultats vraiment très minimes? Il n'y a pas de... Et le coût, entre le coût et les conséquences, il y a une disproportion terrible. Alors, libérons les choses. Libérons. Moi, je crois qu'il y a... D'abord, Reda il parle de deux choses à la fois. Il y a l'aspect sanitaire et il y a l'aspect bureaucratique qui est mis en place à travers le système d'autorisation et tout ça. Moi, je crois que la bureaucratie, on peut l'enlever complètement par un système de plateforme, d'application mobile. Les gens s'inscrivent et tout ça. Ça m'a dit, نشري البيير الجيري وندخل بالباسبور تاعي وخلاص. Non, Reda, tu as besoin de tracer les gens. Je suis sérieux Il y a un quand je dis minimum de ça. Il traçabilité. faut arrêter. Moi, je connais les systèmes de dérogation. Oui. J'ai vécu dans le système de dérogation. Dérogation, corruption. ما كانش. Mais tu enlèves la corruption quand tu enlèves l'autorisation. Il faut libérer, il faut libérer. mais libérer. tu as besoin- Je vais à Air Algérie, j'achète mon billet sur Internet à Air Algérie ou n'importe quelle compagnie, je vais avec mes enfants, je prends mon billet, mon carnet de vaccination et je rentre dans mon pays. وخلاص. Mais pour ça, tu es en train de raisonner comme le fait que le carnet de vaccination est acquis. C'est sur un le fait qu'il minimum, soit- c'est Mais il un faut minimum fiabiliser. aujourd'hui. Oui, Et tout le Niger. monde se fait vacciner. en Attends, Europe. je voulais dire que si on veut simplifier du côté Algérie, il faut fiabiliser en amont. Il faut fiabiliser en amont. Si moi, demain, je sais qu'un test PCR ou un vaccin sont des données fiables, je peux alléger de ce côté-là. Si je ne peux pas fiabiliser l'amont, je suis obligé de mettre une barrière de ce côté-là. Je ne peux pas fiabiliser. Il n'y a pas de risque zéro, tu le Mais il sais n'y aura très jamais bien. de risque zéro. Il n'y a jamais de on risque peut réduire, zéro. On peut réduire C'est le tout. risque. La seule Bien chose sûr. que je dis, face à une absence de risque zéro, je me contente
du carnet de vaccination et rien d'autre. L'Union européenne va décider que pour entrer en Europe avec un carnet de vaccination, on est plus intelligent que les décideurs politiques européens. Et donc plus de tests. Non, même pas. Donc, avec le carnet de vaccination de Kholor Bounakarim, et j'enlève toute cette bureaucratie, j'enlève toute cette crainte, je libère ma diaspora, je lui permets de rentrer chez elle. Très bien, le message est entendu. Le message entendu. Pour le moment, il n'y a que 5 vols. 5 vols, oui. 5 vols, c'est ridicule. C'est ridicule. Ça va être, les gens vont s'entretuer pour avoir un billet. Libère les vols. Quand autant de vols, c'est qui qu'on peut. Et c'est tout. Oui. Très bien. Alors, dans ce même Conseil des ministres, on a parlé aussi de, non pas seulement réglementer le flux des Algériens de la diaspora, 5 vols par semaine, mais aussi serrer encore le flux des marchandises. On veut importer moins. Et donc, il y a une liste de biens en état qui est donc interdite tout simplement d'importation, parmi lesquels le marbre fini, et la faïence de marbre, la céramique et les groupes électrogènes. Alors les groupes électrogènes, ça m'a interpellé, je ne savais pas que c'était un enjeu industriel en Algérie. Qui peut nous confirmer qu'il y a de grands producteurs en Algérie qui ont besoin que le marché soit protégé? On y arrivera au marbre et à la céramique après. Il y a beaucoup de producteurs, il y a un grand producteur à Bdjaïa, il y a un producteur ici à Tizi Ouzou. Donc c'est des gens qui font de la mécano-soudure, qui font du montage, ils achètent, c'est vrai, auparavant on fabriquait à Zazga des alternateurs. On a fabriqué les alternateurs pour faire tourner les groupes électrogènes et on utilisait le moteur à 2 temps, le moteur à 2 cylindres de Simotra. Et donc on a fabriqué des groupes électrogènes intégrés. Aujourd'hui, je pense qu'ils achètent le moteur. Je ne vais pas dire la marque, mais c'est un moteur très fiable. Ils achètent aussi un alternateur. Ce n'est plus, donc on a baissé. Mais toute la chaîne de production, elle est intégrée. Et donc, c'est des producteurs qui font toute la gamme des groupes électrogènes. Justement, est-ce que c'est sûr qu'ils font toute la gamme? Ils font Peut-être toute la qu'il y a gamme. des gammes qui leur échappent. La boîte que je connais, je ne peux pas. Je fais la citer. Amimer Energy de Bdjaïa, c'est une boîte sérieuse et qui a une usine bien organisée, qui a un service commercial et service après-vente bien organisé. Elle fait du bon travail et je pense qu'avec ce qui vient de Chine, ceux qui viennent de Chine ou qui viennent d'ailleurs... Il n'y a pas nécessairement de meilleure qualité. Non, c'est non seulement pas nécessaire de meilleure qualité, mais en plus, on tue la main-d'œuvre locale, parce qu'il n'y a pas que la fabrication, il y a le service après-vente, il y a l'installation et tout ça. Est-ce qu'on aurait pu envisager d'autres mesures restrictives plutôt que la pure interdiction? Je le dis depuis des années, je suis contre les mesures d'interdiction à l'importation, sauf dans des considérations conservatoires très ponctuelles, pour des bonnes raisons, mais je pars du principe que la meilleure manière d'encourager le produit algérien, c'est d'ouvrir le marché. Parce qu'on apprend dans le cadre de la concurrence, on se développe dans le cadre de la concurrence, et quand on est bon, le client algérien, il achète algérien. Quand on est bon, il n'y a pas de raison, sauf pour des cas un peu frauduleux où les gens aiment bien transférer de l'argent et tout ça. Mais le comportement de principe du client algérien, il acceptera toujours d'acheter algérien, à condition qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Donc on parle là du crédit pour la production locale, de l'avantage dans le cadre des marchés publics. Il y a un certain nombre d'avantages qui permettraient aux produits algériens de se développer. Donc il n'y a pas de raison d'interdire. Deuxième aspect, quand on interdit un produit, on se tire une balle dans le pied pour exporter ce produit aussi. Parce que quand on est dans un monde aujourd'hui de communauté économique régionale et internationale, si je dis moi j'interdis l'importation des groupes électrogènes, tout le monde va vous dire le groupe électrogène algérien, il ne sera pas exporté, et point barre. Donc je crois que ce n'est pas la bonne approche stratégique d'interdire. On peut prendre des mesures conservatoires. L'interdiction peut être très ponctuelle dans des conditions très, très précises. Est-ce que c'est le cas? Parce qu'il y a un enjeu, par exemple, pour les matériaux de construction qui justifie Moi, cette personnellement, mesure. je ne le vois pas. Je considère que c'est une mauvaise mesure puisque, en fait, c'est les usines de matériaux de construction, tout ce qui tourne autour, on l'a dit ici, on va nous dire qu'on rabâche, tout ce qui tourne autour de l'habitat, de la relance du bâtiment et tout ça, il y a toute une industrie qui est là, des entreprises de services, il y a toute une infrastructure économique et sociale disponible. Et qu'on bloque, la relance ne se faisant pas, on est bloqué. Le patron de l'association des entreprises, des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics dit qu'ils ont perdu 150 000 emplois.
qu'il y a des milliers d'entreprises qui ont mis la clé sur la porte, en faillite. 150 000 emplois directs dans le bâtiment, il faut compter 400 000 emplois indirects. Hein. Donc, toutes ces usines qui marchent à moitié ou au tiers de leur production, de leur capacité, donc il y a un effet d'entraînement. Plutôt que de fermer les frontières, moi, je relance le bâtiment, je relance les travaux publics, je fais du Keynes, on le dit, on le répète, et on perd du temps. Et c'est la meilleure solution que de fermer, parce que autrement, toutes ces usines de carrelage qui n'arrivent pas à travailler, qui vivent à 20%, 30% de leur capacité. Il y avait le conflit chez Modern Céramique. Chez Modern Céramique, parce qu'il a vendu, je pense qu'il a vendu. Le groupe de Omar Hamdan change d'activité ou quoi. Ça, c'est une affaire. Se repositionner dans... C'est une activité ponctuelle, mais dans les matériaux de construction, on a une certaine autarcie, on a une certaine autonomie, donc il faut relancer. Alors, ce qu'on n'a pas compris, c'est que ça tombe dans le même communiqué, ça tombe dans un moment où on essaie de faire des efforts pour s'intégrer dans les zones de libre-échange, la dernière étant celle de l'Afrique. On se contredit. On se contredit parce que quand on est dans une zone de libre-échange, comme son nom l'indique, c'est une zone où les échanges sont libres. Moi, je crois que sous l'angle de contraintes normales, compréhensibles, de contraintes conjoncturelles, c'est-à-dire que le fait qu'aujourd'hui la balance soit négative et qu'on n'ayant pas assez de recettes en devises, on essaie de comprimer les importations. Bon, ça peut se comprendre, mais le mode de réponse qu'on doit apporter, on doit apporter des réponses stratégiques sur le long terme. Ne pas se contenter des réponses immédiates pour demain matin, demain après-midi. Il faut regarder sur le long terme. Sur le long terme, moi, j'ai un marché africain, fait 1,5 milliard d'habitants. Dans lequel on exporte déjà du clinker. D'abord, donc le potentiel est là. Le produit algérien, il est demandé et il n'est pas assez offert. Pour qu'on puisse entrer réellement dans cette zone de libre-échange, il ne faudrait pas qu'on ait une logique de restriction à l'importation. Parce que si je ferme aux autres pays africains, je leur dis, bon, on va venir exporter chez vous, mais vous ne pouvez pas exporter chez nous, on vous le dit tout de suite. Bon, pour une zone de libre-échange, ça démarre mal, quoi. Hein. Donc je crois qu'il y a quand même une approche stratégique, il y a des messages qu'on envoie à l'international, et je crois qu'il faut qu'on ait des modes de réponse différents. On peut, hein, ça se pratique généralement, on peut toujours avoir des moyens détournés de décourager l'importation et d'encourager nos exportations, de la même manière que les gens ont des moyens détournés de dumper un peu leurs exportations. Bon, ce n'est pas prévu par l'OMC, mais c'est des pratiques qui existent. Donc je crois qu'il faut qu'on change un peu de stratégie, d'éléments de langage et de démarche pour ça. Hein. Alors, là, s'il te plaît, il faut écouter les professionnels de l'ANEXAL. L'ANEXAL existe, l'Association nationale des exportateurs algériens. Elle existe depuis 20 ans. J'ai assisté à sa naissance. Quand j'ai travaillé dans un certain organisme international, on les a assistés, on les a aidés à se développer. Aujourd'hui, c'est une nécessité d'exporter pour réduire le déficit de la balance des échanges extérieurs. Nous ne pouvons pas compter que sur les hydrocarbures et leur transformation. On est obligé d'exporter des produits et des services algériens. Et quand vous écoutez les représentants des exportateurs, il y a toute une liste de revendications objectives, réelles et professionnelles à satisfaire. Le gouvernement semble ne pas les écouter. Semble ne pas. Puisque ces gens-là s'engagent à aller vers 5 milliards, puis 7, puis 8 et 10 milliards d'exportations. Bien, levez tous ces obstacles administratifs et bureaucratiques, ces règles et désuètes qui n'ont rien à voir avec l'économie moderne, avec l'économie concurrentielle de l'exportation. On ne peut même pas, si vous voulez, je prends l'exemple, il est là, il est la pharmacie. Ils ont une union des industriels de la pharmacie. Ils peuvent s'organiser, créer des consortiums d'exportation en France, en Égypte, en Arabie Saoudite, à Abidjan, à Lagos ou en Afrique du Sud et exporter. Ils n'ont pas le droit d'aller investir dans des sociétés d'exportation à l'extérieur. Donc, changer cette réglementation absurde et inimaginable en 2021, laisser les gens exporter. On dira un mot à la fin de cette émission. Ce que je dis, voilà l'exportation, c'est bestial ce qui nous arrive. Et deuxièmement, on veut restreindre les exportations, les importations. Eh bien, je crois que le gouvernement est en retard d'une guerre. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez la courbe de croissance des matières premières et du bien intermédiaire que nous devons importer
Il y a une flambée des prix inimaginable, inconnue depuis 1973. Jamais eu une courbe. La courbe d'augmentation, elle est carrément, c'est linéaire et un gradient très puissant. Résultat, le blé, le prix a explosé. L'acier est à $800. Le minerai de fer qui caracolait à 60-70 dollars la tonne a dépassé les 170 dollars la tonne. Le cuivre a dépassé les 10 000 dollars la tonne. Toutes les matières premières, le soja a explosé. Tous ces produits, nous les importons, nous, attention. Alors, restreindre ou pas, la situation économique extérieure, le fret. Alors, J'allais poser la question. Le Conseil des ministres s'est attaqué à cette question-là et il a pointé le fret comme étant notamment l'allocation des conteneurs, comme étant une source de dilapidation de devises. Mais voilà une hérésie économique aussi dans notre pays. On a permis à la CNAN de se délaisser de ses bateaux, de sa flotte. Elle avait, je crois, 74 bateaux. Elle s'est délaissée, elle est revenue à moins de 12 ou 10. C'est un crime économique. Et en plus, on lui a permis de s'associer avec des armateurs privés étrangers. Et on interdit dans la loi algérienne aux armateurs algériens, pavillon algérien. Moi, j'installe le pavillon algérien, j'enlève toutes les réglementations bureaucratiques qui bloquent, j'enlève toutes les taxes désuètes, je fais même je rends le pavillon algérien concurrentiel du pavillon, si vous voulez, du Libéria ou de n'importe quel pays qui a une flotte. Et je fais en sorte, les Algériens ont une tradition maritime depuis l'Antiquité. Pourquoi? Le colonialisme a interdit, il faut le rappeler, de 1830 à 1930, il était interdit à un Algérien d'avoir un fascicule. Il fallait détruire la tradition maritime. On dominait la Méditerranée. On a tout fait pour reconstituer la tradition maritime. Et des lois inimaginables bloquent un investisseur algérien à aller acheter des bateaux et aller faire du transport maritime, utiliser des marais algériens. On forme des commandants de navires, on forme des mécaniciens, des officiers mécaniciens. Où vont-ils? Il faut remettre tout ça. Et aujourd'hui, on se plaint du déficit de la balance extérieure en termes de transport maritime. Alors qu'on devrait avoir 200 à 250 bateaux portant pavillon algérien minimum pour transporter les marchandises à l'import. Donc il faut que les bureaucrates arrêtent de diriger l'économie. C'est l'une des règles. Il faut nettoyer, faire tous ces textes qui freinent, qui bloquent, qui empêchent le développement économique. Il faut les nettoyer. Moi, je prendrai des jeunes qui sont en train de faire des magistères dans les universités ou les écoles de gestion, les écoles de droit. Allez, faites le nettoyage, étudiez tous ces textes qui bloquent. Tous ces textes, ils sont là, il y a 200 000 ou 300 000 jeunes qui font des masters. Eh bien, allez-y, faites-moi cette recherche académique. Nettoyez-moi tous ces textes et qu'on revienne à une situation normale. Alors, je reste quand même sur ma question liée au fret, mais cette fois-ci spécifiquement sur les conteneurs. Est-ce que c'était sérieux que le Conseil des ministres s'attaque et évoque le cas des conteneurs qui coûteraient trop cher, l'allocation des conteneurs? Non, il y a des effets, on n'a pas encore une fois, conjoncturels, oui. Mais le reproche qu'il doit faire, parce qu'on serait été à notre échelle, c'est-à-dire pas dans un Conseil des ministres, moi j'aurais dit oui, c'est un sujet qu'il faut traiter, etc. Mais il faut traiter les grandes masses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas traiter des centimes, comme on dit. Hein. À l'échelle des problèmes qu'on a en Algérie, là, on est en train de regarder derrière la virgule. Hein, je m'excuse. Hein. Oui. Donc, regardons les grandes masses d'abord, d'accord? Essayons de remettre le bateau, on parlait de bateau, dans la bonne direction. Après, à la marge, effectivement, il y a tout ce qui est container. Il y a un tas, et pas que les containers à ce moment-là, il y a un tas de petites fuites, je dirais, des points de fuite de la ressource financière nationale. Et c'est vrai. Mais ce n'est pas la somme des fuites qui règle la problématique essentielle. Donc, qu'un Conseil des ministres s'adresse à ce sujet-là, moi je veux bien, mais pour moi, ce n'est pas un sujet. Hein, je ne m'attarde pas sur ça, parce que, comme j'ai dit, on a vraiment d'autres priorités que de regarder derrière la virgule. Oui. Alors, on n'est pas resté que sur les restrictions des importations. Le Conseil des ministres, puisque c'est un peu le menu de ce café des experts économiques, s'était aussi attaqué au chantier d'investissement et il a relancé la réflexion sur le secteur minier, mais plus dans l'implémentation des décisions qui ont été déjà prises. Donc, recommandation du Conseil des ministres, accélérer le lancement d'exploitation de Garage Bilad, du plan et du zinc à Ouadamizour,
et à l'est du phosphate. On va commencer par la bonne nouvelle. Le phosphate, c'est une bonne nouvelle si on accélère l'exploitation. On accélère parce que le véritable enjeu économique, c'est le phosphate, parce que ça nous permet, si tu veux, on a un gisement qui fait au-delà des 4 milliards de tonnes de réserves pour évaluer. C'est beaucoup plus important que cela, j'en sais quelque chose. Et donc, c'est un exemple type où on peut développer, on a les infrastructures portuaires, on peut donc transformer tout ce phosphate. Ne pas vendre 1 kilo de phosphate à l'état brut. Nous pouvons atteindre progressivement, parce que développer une mine, ce n'est pas une simple affaire, c'est une affaire de 10-15 ans, il faut le dire, pour passer de 0 tonnes à 15, 20, 30 millions de tonnes d'exploitation, parce qu'il faut viser minimum 30 millions de tonnes à terme l'exploitation de Oued Kibrit. 30 millions de tonnes et on doit les transformer totalement. Nous avons l'énergie, nous avons le gaz naturel, nous avons une partie du marché, nous avons aussi les infrastructures de transport et d'expédition et nous avons la main-d'œuvre. Nous avons un institut des mines à Tébessa, notre à Annaba, nous avons des instituts de mines et de génie mécanique, de génie électrique dans toutes les universités, de génie chimique. Donc on a la main-d'œuvre, on a les compétences, on a le marché et notre agriculture qui se développe, qui est actuellement l'une des plus faibles consommatrices d'engrais par hectare autour du bassin méditerranéen. Donc, elle a un gap à rattraper. Donc, avec la productivité, on va développer les grandes cultures dans le sud. Ça va nécessiter, si vous voulez, beaucoup d'engrais. Et donc, il faut y aller, mais de façon autocentrée, structurée. Il faut qu'on fabrique la majeure partie des équipements locaux. Ça, c'est pour le phosphate. Alors, oui. est-ce que tu aurais le même enthousiasme, Reda, pour le plomb et le zinc à Oued Amizour? On laisse Garage Billet à la fin. Le plomb et le zinc, on a toujours maîtrisé les mines de plomb et de zinc. Il y avait un gros problème, je rappelle, juste pour nos amis auditeurs, en 2007-2008, quand Terramine, une junior australienne, a pris le permis minier auprès de l'administration de Chakib Khalil, il y a eu un problème sur sa capacité à assurer, à notamment nettoyer les boues toxiques qui sortent d'un tel gisement. Et la société civile à Oued Amizour et Tel Hamza avait protesté à l'époque et avait bloqué le projet. Et il a été racheté par une entreprise chinoise, hein, le permis de construire, la junior australienne. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des informations sur le fait que ces réserves écologiques et de sécurité des populations ont été levées? Je ne pense pas que le problème reste le même. Mais le cinquième gisement dans le monde. Je te dis, le problème fondamental n'est pas là. Le problème fondamental, c'est que nous avions des compétences et des expériences dans l'exploitation de grands gismes. Des gismes. On avait à l'ouest la mine à la frontière algéro-marocaine, on avait la grande mine là-bas, on avait une expérience, on avait des mines de taille moyenne un peu partout de plomb zinc. On savait comment exploiter une mine de plomb et de zinc, comment gérer une laverie, comment fabriquer la blende qui est le bien intermédiaire du minerai de zinc. Et on a même l'usine de Ghazawat où on sait fabriquer, selon du zinc métal avec 99, on maîtrise toute la filière. Pourquoi abandonner toute cette maîtrise et aller chercher des étrangers? C'est au partenaire algérien, l'ENOF, qui connaissait, c'est à l'entreprise de métallurgie non ferreuse, Métanof, de s'associer l'ENOF et d'associer et de développer cette mine. Et s'ils ont besoin d'expertise ponctuelle ou d'expertise spécialisée, y compris dans le traitement des effluents, pourquoi aller carrément perdre du temps, perdre les compétences et aller chercher. Je ne fais pas du patriotisme économique pour le patriotisme, mais nous avions une base, nous avions plus de 50 ans ou 60 ans d'expérience minière. Pourquoi la jeter à l'eau? Dans le cas spécial, la localisation toutes les mines, il faut le savoir. Vous ne choisissez pas l'endroit de la mine. Lorsque vous trouvez un gisement, donc c'est la plupart du temps, vous allez en montagne, vous allez ouvrir des infrastructures routières, vous allez ramener de l'eau, vous allez ramener de l'électricité, du gaz, vous allez ramener de la main-d'œuvre. Partout, une mine, elle ne vous dit pas je vais m'installer dans tel endroit où il y a toutes les. Non.
La mine, sa spécificité, quand vous découvrez un gisement, il est là dans un endroit qui n'était pas connu. Alors, pas de partenaire étranger, pas compréhensible qu'il y en ait un sur le plan des Inca à Galaj-Bilad. Je sais que, Ali, toi, ton point de vue à Galaj-Bilad, pardon, à Oued Amizour, sur Galaj-Bilad, tu dis que c'est l'inverse, par contre. Non, pour les trois cas, hein, il faut savoir une chose, qu'on soit d'abord d'accord sur la vision. À la frontière, vous savez qu'elle n'est pas cessée de chercher. Près de la frontière marocaine. Merci. Elle existe encore. On a fait le travers bon pour augmenter la productivité. C'est elle qui alimentait principalement l'usine de Ghazawat. L'usine de Ghazawat a été faite entre Al-Abd et Ghazawat. Entre les deux gisements. Les deux gisements. Le gisement, la mine et l'usine au bord de l'eau. Moi, je pense que d'abord, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose, c'est qu'on parle du développement minier. Je ne parle pas des carrières dans lesquelles on vient. Le minier, ce n'est pas une carrière. Donc, on ne vient pas exploiter pour avoir de l'argent dans 6 mois. On ne va pas faire une sablière, d'accord, au jour le jour, etc. C'est une mine. Donc, il y a un temps de développement. Donc, le minier, on va passer par 3 ans, 4 ans, 5 ans, où c'est une phase de décaissement. Donc, croire que c'est ça la relance, ce n'est pas ça la relance. C'est un plan à moyen terme, dans une vision à 10 ans, 15 ans, pour pouvoir avoir les retombées de l'investissement. Donc, je crois que cet élément de vision, il est très important, parce que sinon, on risque d'induire en erreur l'opinion publique. Genre, il y a les mines, elles sont là, pourquoi on ne va pas ramasser? On peut le dire autrement. Si Abdelmajid Tebboune et son gouvernement lancent ces gisements-là maintenant, ce sont les gouvernements démocratiquement élus dans 3 ans qui vont bénéficier et pas Tebboune. Démocratiquement élus ou pas. Donc, toute la question, elle est là justement, de qui va tirer les dividendes d'un tel investissement. Ça, c'est le premier élément. Mais c'est un élément, à mon avis, il est important pour avoir les contours de ce qu'on appellerait un plan de relance. Un plan de relance doit avoir aussi des effets immédiats. Donc, c'est notre sujet, Malèche. Deuxième élément, l'action du modèle d'affaires. Sur les 3 gisements dont on parle de gisements de taille mondiale, donc des gisements très importants, donc sur lesquels on a pris énormément de retard. Moi, la question que je me pose, c'est que cette histoire, par exemple, de phosphate, le même texte, les mêmes instructions du président, le même contenu de communiqué, on l'a eu 3 fois, rien que depuis que je suis dans cette émission. Il faut relancer, il faut y aller. Qu'est-ce qui... 88, voilà. Premier contrat qu'on a réalisé avec Bechtel, je cite, Bechtel comme engineering, on a pris les Polonais et Krupp. Sur le phosphate ou sur Pour l'acide? le phosphate. Les Allemands de Krupp. Pour Jawad Kibrit. Et ce projet, depuis 88, qu'il est sabordé systématiquement. Je dis bien sabordé. Il y a un problème de modèle d'affaires. Je ne parle pas des effets de sabotage, de lobbying marocain, qui sont là, donc indiscutables. Mais il y a aussi la marge de manœuvre qu'on doit se donner. Et à mon avis, ça ne peut pas se faire sans des alliances internationales. Il faut trouver le bon allié international. Il est déjà trouvé pour Galaj-Bilad. Justement, j'y arrive. Il ne faut pas, vendre la peau d'ours, je crois, avant de la tuer. Il ne faut pas aussi vendre son poisson avant d'avoir pêché. Pour moi, c'est des phases de négociation. Et quand on regarde des protocoles d'accord qui sont signés, c'est des protocoles d'intention. Oui, on va voir. C'est pas on y va, c'est pas le shareholder agreement, c'est pas le pacte d'actionnaires. C'est oui, on va examiner le sujet. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus considérer que c'est acquis. Je rappelle que sur le phosphate, le projet qui était piloté, disons chapeauté par Ouyahia, est tombé à l'eau le jour de la signature. Donc pour eux, c'était bon, ça y est, les Chinois ils sont là pour signer. Ils s'assoient à la table, il manque un partenaire qui n'a pas pris l'avion. Il a été détourné par des Marocains à la dernière minute. Donc, tant que tu n'as pas signé, ça veut dire que rien n'est acquis. Et pour moi, je dis que c'est un élément très important dans le modèle d'affaires, parce qu'il y a un aspect technique, on a de la technicité, mais on a aussi besoin d'un complément de technicité. On a besoin d'argent et on a besoin de débouchés. Parce que la bataille aussi, elle est sur les débouchés. Comme c'est là actuellement, dans le phosphate, c'est les engrais phosphatés, il y a une bataille commerciale terrible entre le Maroc, l'Arabie Saoudite, la Chine, y compris Israël. Une anecdote sur le phosphate. Et je ne parle pas des phosphatiers américains qui viennent de fermer l'entrée du marché américain aux phosphatiers marocains. Alors, ça veut dire que rien n'est acquis. C'est des enjeux énormes que les États-Unis, alliés historiques du Maroc,
sur un plan politique, décide sur un plan commercial de fermer le marché américain au phosphate marocain, c'est énorme comme information. Donc, tout ça, nous, si on veut entrer dans la cour des grands, il faut qu'on ait les alliances. A priori, l'alliance serait avec les Chinois sur les 3 projets. Mais en contrepartie de quoi? C'est-à-dire qu'il y a un élément de négociation, il y a un élément de positionnement, il y a un élément de stratégie qu'on doit construire. Pour le moment, on n'arrive pas à lire. Je ne dis pas il n'y a pas par politesse. Hein. Je dis je n'arrive pas à lire les éléments stratégiques. S'intégrer dans la route de la soie chinoise, c'est quelle approche stratégique? Comment on doit faire? Pour le moment, on n'a que des bribes, malheureusement. On n'a pas des éléments de stratégie. C'est pour ça que je dis que ce sont des dossiers qui, pour le moment, à mon avis, sont pris un peu à la légère, par la facilité. Genre, oui, il faut juste relancer. Il ne fait pas la question de il faut juste relancer. Le cas de Garaji Billet est édifiant, là aussi. Hein. Il faut vraiment travailler sur le sujet. Et juste un dernier point, je te rends la parole à Reda. Oued Amizour, c'est vrai qu'une mine, on ne la choisit pas. Elle est là, il faut y aller. Hein, d'accord, très bien. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que nous avons la possibilité, est-ce que nous avons la réglementation nécessaire pour protéger ce site? Moi, je dis qu'on ne l'a pas. Et pour moi, la position sur Oued Amizour, elle est de la même position que sur le gaz de schiste. Je ne suis pas contre le gaz de schiste. Mais tant que je n'ai pas une réglementation environnementale et une administration environnementale pour faire appliquer cette réglementation costaude, je n'y vais pas. Parce que je sais qu'on n'a pas les outils pour dire demain, monsieur, voilà l'obligation, sinon vous allez être taxé, sinon vous allez être fermé, sinon on n'a pas. D'accord. Donc cette réserve, elle est... À 5 km de Razawat, on a un crassier où les résidus de la lixivation et du traitement de la blende sont lâchés. On était même allé chercher des gens qui nettoient ça et qui on n'a pas trouvé. Revenons à Garaji Billet. Les données fondamentales sont là. Aujourd'hui, la sidérurgie algérienne, qu'on le veuille ou non, existe et importe son minerai. Aujourd'hui, je vais aller de l'ouest à l'est. Hein. Vous allez à Timouchent, il y a une usine qui a démarré avec 1 million de tonnes et qui, si on lui raccorde à l'électricité, elle passe à 2 millions de tonnes. Vous avez Tochiali qui fabrique 5 millions de tonnes d'acier et qui est en train d'investir dans la production de produits plats et qui va passer à 7,5 millions de tonnes. Donc, à Betiwa. Vous arrivez, si vous voulez, à Sétif. Il y a une usine qui démarre avec 1,2 million ou 1,5 million tonnes. Vous arrivez à Bellara. Vous avez 2 millions de tonnes qui produisent et qui va passer à 4 millions de tonnes. Donc, 4 millions de tonnes et demi. Vous avez à Annaba, vous avez le complexe d'Al Hajjar. Déjà, à l'intérieur du complexe d'Al Hajjar, vous avez un projet d'une usine interne qui va prendre l'acierie électrique, la tuberie sans soudure et une deuxième tuberie sans soudure et un laminoir probablement à rail. Donc une usine de 2 millions de tonnes qui est dessinée, qui est traitée. Elle n'attend que le feu vert pour se construire donc c'est une extension plus... Et vous avez le reste, la partie chaude et tout, qui est 1,2 million tonnes. Et avec les investissements qui se font, donc nous allons nous retrouver dans 5 ans à Al-Hajjar avec 3,5 millions de tonnes. Vous imaginez 3,4 millions plus 2, ça fait... Ça justifie complètement de faire remonter du minerai de Garaji Billet. Ça veut dire que nous sommes déjà à 9 millions de tonnes de production d'acier et nous allons passer dans les 5 ans à venir à 15 millions de tonnes d'acier. 15 millions de tonnes d'acier, il vous faut un minimum de 30 millions de tonnes de minerai de fer riche en pellets. Donc, Garaji Billet, si vous la développez, vous développez 10 millions, 15 millions, 20 millions. Il faut savoir sur qu'est-ce qu'on... C'est pour approvisionner quoi? C'est pas pour exporter, c'est pour approvisionner le marché local. La sidérurgie, elle est là, elle est en train d'importer. Moi, je dirais importer votre minerai, exporter 30 à 40% de votre production, si ce n'est 50%. Aujourd'hui, la conjoncture est excellente. On peut vendre du raw béton à $700 la tonne aujourd'hui, au lieu de 350, $400 il y a 2 ans. Donc, la conjoncture est excellente. Exporter, c'est un bilan de vie totalement positif et de la main-d'œuvre, et on exportera de l'énergie à un meilleur prix. Donc, il faut y aller.
Il faut y aller. Et donc, Garaji Billet, mais ne pas annoncer que Garaji Billet va nous permettre d'exporter, de ramener des devises. Non, il va nous permettre d'alimenter notre sidérurgie, une partie de notre sidérurgie, pas la totalité. C'est bien compris. C'est ça le Garaji. Mais Alors, Garaji Billet aussi, il a un avantage certain. Si on a une vision stratégique du développement de l'Algérie, avec cette zone de libre-échange, c'est la voie ferrée. La voie ferrée à large bande qui arrive aujourd'hui jusqu'à Béchar. L'a ramené non seulement à Garaji Billet, mais foncé sur l'axe Lagos-Dakar. Il y a une voie ferrée qui se réalise et rejoindre ça et être rentré dans la zone africaine, dans le transport ferroviaire africain. Et donc là, avec la zone de libre-échange, nous allons avoir une vision économique et humaine. Parce que le rail, c'est aussi des échanges humains, c'est pas aussi des échanges économiques. Il faut y aller dans cette vision. Mais si on reste dans une vision d'épicier, on ratera encore le coche. Merci. On va d'un mot évoquer le dernier point parce qu'on a été plus long que prévu sur ces points évoqués. Ce même Conseil des ministres a décidé de réduire le nombre de fonds spéciaux dédiés à différentes causes pour essayer de répondre un peu à la requête de la Cour des comptes qui trouve que ces comptes-là spéciaux ne sont pas gérés dans la transparence. Par la même occasion, on a créé un compte dédié pour y verser les actifs récupérés auprès des saisies, de l'argent mal acquis, de la corruption, de la SABA, etc., plus l'argent qu'on espère récupérer à l'international. J'ai besoin de votre commentaire sur cette disposition. Il y a deux dispositions. Il y a la création d'un fonds et la fusion de fonds. Donc, il faut les séparer pour qu'on puisse... Moi, je crois que la question... Dans tous les pays, il y a des fonds spéciaux, donc ce n'est pas ça le sujet. La question est une question de gouvernance. Parce qu'à partir du moment où on isole un fonds avec un objet précis, la question, c'est comment on le gouverne. Donc, en fait, quels sont les éléments d'entrée, de recettes, de dépenses, et qui décide comment ça se passe. Est-ce qu'il est redevable? Est-ce qu'il est responsable? Est-ce qu'il est contrôlable? Est-ce qu'il est public? Est-ce qu'on peut avoir de l'information? Le grand problème, selon la Cour des comptes, il y avait deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'on ne sait pas comment s'en dépenser. Il n'y a pas de redevabilité. Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, il y avait des fonds qui étaient sous-utilisés. En fait, l'argent dormait parce que l'objet du fonds n'était pas exploité. Et quand l'argent dort, je crois que c'est même la majorité des cas. C'est de l'argent qui est soustrait du budget de l'État en réalité parce que c'est alloué déjà, c'est alloué au fonds, donc il faut le dépenser pour ça. Et donc je crois qu'il y a du ménage à faire, mais à mon avis, il y aura toujours des fonds. La question, ce n'est pas d'en avoir moins ou plus, ou de fusionner ou de ne pas fusionner, ça c'est une question qui est relativement assez technique, donc qui est plutôt du ressort donc, des propositions que peut faire le ministère des Finances, mais je crois que c'est beaucoup plus dans la question de la transparence. Moi j'insiste beaucoup sur une problématique de gouvernance de ces fonds-là, parce que c'était moyen après d'agir dans l'opacité la plus totale à travers un fonds. Et donc, c'est la transparence et c'est la possibilité de rendre des comptes. Aujourd'hui, on n'a ni le Parlement, ni le CNES, ni rien du tout, ne peuvent poser la question, mais qu'est-ce que tu es en train de faire avec ce fonds-là? Rien. Et donc, je crois que c'est ça moi, je crois que c'est le problème existentiel de ces fonds-là, c'est le problème de leur gouvernance. Le fonds HADA qui vient d'être créé pour gérer l'argent, les biens de l'oligarchie, il va être approvisionné par des entreprises qu'on traite comme des entreprises qu'on veut mettre en faillite. Lorsque le juge décide de nommer un liquidateur, je n'ai rien contre les experts comptables, ils s'en veillent dans la partie judiciaire, c'est toujours pour liquider, récupérer les entreprises en faillite. Mais là, nous avons des entreprises vivantes, des chantiers, des usines, des bureaux d'études, et on nomme des liquidateurs, des comptables. Alors, l'erreur qui a été déjà faite, il fallait dès le départ nommer des gestionnaires, lancer appel d'offres à des équipes de managers, faire en sorte que tout ce qui appartient à Haddad, à Kouninef, à ceci, à cela, que ce soit des managers qui les gèrent et non pas des experts comptables liquidateurs. À ce moment-là, vous préservez. L'État préserve les intérêts de ces banques et de l'argent qu'il a mis là-dedans. Il va mettre des ingénieurs, des managers qui vont faire fructifier ces biens, ces entreprises. Et c'est non pas en train aujourd'hui, c'est des liquidateurs. Ça veut dire qu'on va les mettre en faillite, on va les vendre à la ferraille. Donc c'est une erreur stratégique, grave erreur politique.
Il faut revenir sur ça, nommer des managers, des gestionnaires. Et à ce moment-là, ce fonds que vous allez créer, il va être approvisionné par des entreprises viables qui vont gagner de l'argent, qui vont ramener de l'argent, qui ne vont pas consommer de la ressource et qui vont permettre peut-être aux banques de récupérer une partie de l'argent qu'elles ont avancé. Et aux impôts aussi. La fiscalité normale, l'emploi va être maintenu, va être préservé. C'est quelque chose de vivant, d'économiquement vivant. Et donc, il faut revenir sur ces décisions au niveau de la justice, de nommer des experts comptables liquidateurs pour les entreprises qu'on a saisies. Et ce fonds-là, à ce moment-là, il peut devenir un fonds d'investissement avec les ressources qu'il a eues pour relancer l'économie, pour continuer à investir. Mais il faut sortir de ça. Je m'excuse d'être un peu tranchant, mais je n'ai rien contre les experts comptables, contre les liquidateurs, mais chacun son métier. Très bien. Moi, je pense que sur l'action, rapidement, sur l'action de ce fonds-là en particulier, je pense que c'est une décision qui n'a pas d'intérêt. Honnêtement, ça n'a pas d'intérêt parce que l'argent, il appartient soit à la banque. L'usage, il est politique. Non. C'est pour dire à l'opinion. C'est une solution politique. Voilà. De... L'argent dont on parle, soit il appartient au fisc, soit il appartient à la banque. Il est déjà déterminé. Donc, ça veut dire à quoi ça sert de mettre un fonds au milieu de la route? Ça ne sert à rien du tout. Il y a une créance. Soit il appartient à d'autres créanciers aussi, parce qu'on sait qu'il y a des angoisses. D'affaires, etc. Évidemment. Mais ça y est, c'est-à-dire que c'est déterminé. Donc les canaux par lesquels l'argent va revenir sont déterminés. Il n'y a pas lieu de mettre un fonds au milieu. C'est pas comme le fait que quelque chose, un appel à souscription. Non. C'est soit de l'argent fiscal, soit c'est de l'argent bancaire, soit c'est de l'argent de créanciers. On a évoqué le secteur de la pharma et les ambitions d'exportation là, tout à l'heure durant l'émission. J'ai choisi de ne pas en parler à ce moment-là. Depuis notre dernier Café des experts économiques, un chef d'entreprise proche de nous, troisième investisseur dans Interface Média, l'éditeur de Radio M, membre du conseil d'administration d'Interface Média SPA, Nabil Mellah a été envoyé en détention provisoire sur une affaire que nous avons évoquée, donc expliquée à l'opinion. Il s'agit d'une accusation de vente à perte sur un médicament qui, dans le différentiel de prix étant remboursé par le fournisseur de la molécule, le fournisseur sud-africain. Le juge a jugé qu'il fallait que le procès, si il devait y avoir un procès sur une telle accusation, le procès devait se tenir et en attendant mettre en prison provisoire un chef d'entreprise, le premier exportateur de produits de pharmacie en Algérie, 950 travailleurs à Mérina. C'est un choc, c'était un choc très, très, très important pour l'entreprise et pour nous aussi, parce qu'il est aussi un acteur de cette entreprise. Mérinal, qui est aussi sponsor d'un autre contenu, le Café des experts économiques, le Café de la presse politique, le CPP. Voilà, c'est le signal qui a été donné. Vous souhaitiez dire un mot chacun avant la fin de cette émission sur cet épisode? Je peux vous dire une chose, vous consultez tous les sites sur les risques Algérie. Nous sommes très mal placés. Nous sommes entre l'orange et le rouge. Tous les sites, vous allez sur le net, le risque Algérie pour investir, et le risque politique, le risque judiciaire est bien inscrit là-dedans, dans ces risques. Et nous sommes en très mauvaise position. On parle d'exportation, on parle de relancer, et c'est une obligation pour notre économie, pour notre pays, de rééquilibrer un tant soit peu la balance des échanges commerciaux. C'est par l'exportation. Si vous mettez un exportateur honnête, industriel, qui produit de la valeur ajoutée en Algérie et qui l'exporte et qui négocie avec ses clients, tu négocies jusqu'au dernier moment, donc il est obligé de négocier. Vous le mettez en prison parce qu'il a négocié avec ses partenaires à l'étranger. C'est un très mauvais signe, ça va encore détériorer notre position et nous avons mauvaise réputation à l'étranger, nous détruisons encore notre réputation. On se tire des balles dans le pied, on s'auto-détruit, c'est bestial, c'est de l'imbécilité, il n'y a pas un autre mot. Hein. Je respecte les juges, mais c'est une imbécilité politique. Non, moi, je voudrais dire, à part le fait que, sur un plan personnel, c'est quelqu'un qu'on estime beaucoup et avec qui on a d'excellentes relations personnelles, donc ça, c'est l'aspect personnel. Et quand quelqu'un est comme un frère, c'est comme un frère. Donc, on ne peut pas, choisir pas sa famille. Hein. Donc, ça, c'est indiscutable. Par contre, sur un plan plus objectif, je dirais que là aussi, on est en train d'envoyer des signaux, totalement contradictoires. Hein. On parle de dépénalisation de l'acte de gestion. On en parle depuis des années. Rien de parler de ça. Et on est en plein, dans le traitement pénal d'un acte de gestion. Parce que c'est un acte de gestion. Le gars, il manage sa boîte
il a trouvé une solution qui était imposée par son client, rappelons-le, dans le cadre d'un appel d'offres. Il leur dit voilà le prix de référence, débrouillez-vous avec ça. Voilà. Et lui, il a trouvé la solution pour pouvoir s'aligner sur ce prix-là. Ça s'est fait en toute transparence. Le client le sait. Le contrat a été signé en connaissance de cause. Donc, on est dans l'acte de gestion. On n'est pas dans le délit. On n'a rien volé, on n'a rien essayé. Donc, encore une fois, on vient de concrétiser encore plus cette notion. On s'est encore plus enfoncé, je dirais, dans cette confirmation que gérer une entreprise aujourd'hui en Algérie, ça t'emmène en prison. Développer une entreprise, investir, ça t'emmène en prison. Et ça, c'est pas possible de continuer comme ça. C'est-à-dire que là, ça... Sauf si on l'admet comme l'admet l'opinion déjà qui s'est solidarisée de manière très très forte avec Nabil Mellah et avec Mérina, sauf si on admet que en fait c'est une sanction politique pour les opinions que porte Nabil Mellah, qui est en faveur de la démocratie, pour sa posture, son attitude d'investisseur dans un groupe, dans une plateforme médiatique qui soutient les libertés, qui exerce le journalisme dans le sens des libertés, tout simplement. L'alignement des événements. Comme on dit, l'alignement négatif des étoiles, justement, on voit bien que c'est une cascade d'événements. Donc, le cas de Nabil Mellah. L'actionnaire, le management, les journalistes. Les journalistes, on voit bien qu'il y a un alignement, d'un acharnement contre Radio M et Maghreb Émergent. Et le message est pour les autres beaucoup plus que pour les gens qui sont ciblés. C'est pour dire arrêtez, tout simplement. Le journalisme d'opinion, ça ne doit pas exister. La presse indépendante, ça ne doit pas exister. Ça, c'est malheureux à ce tournant. Au-delà de ça, moi, je dis l'acte de développer l'industrie pharmaceutique ou toute autre industrie et de se projeter dans l'exportation, c'est-à-dire construire des usines en mesure d'exporter pour des produits qui sont très régulés à travers le monde, comme le produit pharmaceutique, et d'arriver à exporter d'entrée. Ah non, alors sur le baudet, on va le détruire. Non, c'est terrible. Espérons que ça n'aille pas à ces ultimes et funestes conséquences, cette logique et cette démarche. C'est le souhait qu'on peut faire aujourd'hui. Merci encore. Mille merci pour vos soutiens, vos énormes soutiens que vous avez exprimés pendant toute la semaine, très très difficile semaine que nous avons vécue. Merci à vous, les experts, d'avoir été encore ici pour éclairer l'opinion, notamment cette semaine sur le contenu du Conseil des ministres, du communiqué du Conseil des ministres et de ses décisions. On se retrouve dans 2 mardis. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci beaucoup.